Cette semaine à l'émission, on reçoit la réfugiée cambodgienne Tran Lam et Brigitte Bédard nous parle des devoirs des chrétiens envers les migrants. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode où il sera question des immigrants. Et nous avons avec nous Brigitte Bédard. Bonjour Brigitte. Salut Antoine. Journaliste célèbre au Verbe Média. Quasiment, oui, non, quand même. C'est une vedette, Brigitte. Là. Au bureau, c'est une vedette. En tout cas, dans mon cœur, c'est une grande vedette. Hey Brigitte, t'es-tu déjà sentie étrangère quelque part? Oui, pour la première fois de ma vie, cet été. Hey, pas vrai? Je suis allée au JMJ. OK. Et puis, j'ai vécu un bad trip monumental. Je me suis sentie vraiment vraiment comme une immigrante, je pense, une étrangère, alors que j'allais dans ma propre communauté chrétienne. J'étais sûre que j'allais être comme un poisson dans l'eau, là, mais non, pas du tout. Au niveau du langage, au niveau des habitudes. Des codes. Écoute, j'étais complètement perdue. Là. Même si la langue était française, c'était tous des Français qui étaient là. Puis, ils ont une façon de dire des mots, des fois, le beach flag. Le beach flag, Brigitte, c'est un beach flag. C'est pas une question de culture, c'est que c'est les JMJ, puis t'as plus tout à fait l'âge pour les JMJ. Ben, ça, c'était mon deuxième point. Ouais, les JMJ, c'est vraiment pour les jeunes, OK? Ça le dit. Mais oui, mais ça m'a fait réaliser beaucoup de choses et j'ai vraiment vécu, je pense, que peuvent vivre les étrangers quand ils arrivent en terre étrangère. Sauf qu'eux, c'est pas pour 2 semaines, c'est pour longtemps. Ouais. Tu sais, moi, je savais que je m'en retournais chez nous dans 2 semaines, ouais. Là, mais c'est vraiment pas facile. Merci pour cette tranche de vie. Hein. Je pense que tu vas pouvoir y revenir dans la prochaine heure, hein, cette expérience marquante que tu as vécue. Merci, Brigitte. Simon Lessard, bonjour. Bonjour, Antoine. Chroniqueur célèbre aussi, chroniqueur au Verbe Média. Ben oui, lui aussi, c'est une vedette. Ben oui. Dans ton cœur, j'espère, Brigitte. Simon, toi, as-tu juste eu ce sentiment-là d'être étranger quelque part? C'est une bonne question. Tu as voyagé pas mal. Je dirais que c'est quand je me suis converti. Hein? Oui, comme tu deviens étranger à ta propre culture, on vit dans un monde qui est plus chrétien. Puis en devenant chrétien, je me suis senti comme un double étranger. Dans l'Église, vu que j'étais pas né chrétien, je me sentais un peu comme quelqu'un qui arrivait d'un autre monde. Puis après ça, dans le monde, maintenant que je suis rendu chrétien, on dirait que je ne fit plus. Je suis toujours un étranger, bref. Pèlerin sur cette terre. Pèlerin vers l'éternel. Ouais, exactement. Ça nous place un peu là, pour l'émission d'aujourd'hui qui va parler des migrations. Des migrations, les mouvements migratoires, c'est une question quand même importante. Ça fait... c'est un peu dans l'air du temps. Là. Les mouvements migratoires sont appelés à même à croître dans les prochaines années. Mais dans la culture judéo-chrétienne, c'est pas nouveau qu'on parle de ça, qu'on se questionne là-dessus, qu'on réfléchit à ça. C'est pas nouveau. Écoute, Antoine, l'Ancien Testament regorge de références à l'immigration, aux immigrés, puis surtout, je dirais, à l'accueil des personnes immigrantes. Tout ça commence, je dirais, avec Abraham. Abraham qui est appelé par Dieu à quitter son pays pour aller dans un autre pays. Et puis, cette figure d'Abraham-là est devenue, on pourrait dire, la vocation de tout juif ou de tout chrétien, d'être un étranger en ce monde, d'être appelé à quitter son pays pour aller vers un autre royaume. Évidemment, au sens spirituel, ici, on parle du royaume des cieux. Ouais. Et à partir de cet exemple ou modèle-là, eh bien, tout l'Ancien Testament revient sans cesse avec cette idée qu'on doit accueillir l'étranger. Moïse lui-même est étranger en Égypte. Et puis, fait intéressant que j'ai découvert récemment, il a appelé son premier fils Gershom, Moïse. Et Gershom veut dire étranger ou immigrant. Et pourquoi? Moïse nous dit dans le livre de l'Exode, je suis devenu moi-même un immigré en terre étrangère. Voilà pourquoi j'appelle mon fils Gershom. Pas tout à fait cité correctement la Bible, mais c'est à peu près ça qu'il dit. Grosso modo. Ouais. Simon, il y a aussi un lien avec le sabbat. Il y a un commandement, là, ou un sous-commandement, un amendement, je ne sais pas comment dire ça, au commandement du sabbat. Il faut respecter le jour du Seigneur. Ça concerne aussi l'immigrant. Ça, c'est quand même... On n'y porte pas attention, mais ce commandement qui nous dit qu'il faut se reposer, ne pas travailler le jour du sabbat,
Quand on le lit... Il faut lire les petits quand on caractères. le lit attentivement, ça dit « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. » Et quelques 2 chapitres plus loin, le livre de l'Exode ajoute « Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. » Et fait vraiment intéressant, si on va dans le Deutéronome, Dieu va encore plus loin. Il va dire « Tu ne prendras pas en abomination l'Égyptien, car tu as été un immigré dans son pays. » Donc, même celui qui était ton ennemi, ton oppresseur... C'est nommé l'Égyptien, c'est pas un hasard. Là. Exactement. C'était les méchants de l'époque. Là. Et donc, ça, je pense que c'est une parole très actuelle. Quelqu'un d'une autre religion, quelqu'un qui t'a opprimé, tu ne dois pas toi-même lui rendre l'appareil. Simon, si on se rapproche un peu de maintenant, là, l'Église aussi a une longue tradition de réflexion sur l'accueil des migrants. Oui, l'Église, en méditant la parole de Dieu depuis 2000 ans, la tradition chrétienne, catholique, a toujours dit qu'il y avait un certain devoir d'accueillir les immigrés chez soi. Il y a le catéchisme de l'Église catholique là, qui dit au numéro 2241, ceux qui aiment les références, les nations mieux pourvues, on pourrait dire que c'est nous, ça, les nations mieux pourvues. On est assez pourvus. Ouais, sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. Puis les pouvoirs publics veilleront au respect du droit naturel, donc on dit que c'est un droit naturel qui place l'autre sous la protection de ceux qui le reçoivent. Donc vraiment, c'est un devoir, je dirais, pour les chrétiens ou pour tout être humain, puisque c'est un droit naturel d'accueillir l'immigré. Est-ce que ce devoir-là, d'habitude, en droit commun, là, le devoir et le droit est lié à un devoir. Est-ce que c'est le cas ici aussi? Oui, bien dans le même numéro, on ajoute tout de suite après, les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont ils ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques. Puis là, on va dire notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption. Donc, quels sont ces devoirs? On en nomme quelques-uns. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel, mais aussi spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. Ça, c'est un peu comme, je sais pas, moi, ta maison passe au feu, je dis, pendant la reconstruction, viens vivre dans ma maison, mais chez nous, on enlève nos souliers, tu sais, par exemple, puis on fait pas de bruit après 11 heures, puis toi, tu dis, moi, je m'en fous de tes règlements. Ben là, non, j'ai le droit de dire, si tu veux venir dans ma maison, tu dois respecter mes lois puis mes coutumes. Ça me fait plaisir de t'accueillir, de te dépanner, de t'aider, mais exactement. Enlève tes souliers. Ben ouais, c'est ça. OK. C'est intéressant, Simon. Dis-moi, pour finir, là, le Christ a sûrement dit quelque chose là-dessus, lui qui est le tout, il a tout abordé. Il a dit plusieurs choses, mais je pense que la parole que, j'imagine Brigitte va en parler aussi aujourd'hui, à laquelle on pense en premier, c'est quand il a dit en Matthieu 25, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Et je pense que c'est ça, la révolution chrétienne dans l'accueil de l'étranger, c'est l'idée qu'il représente Dieu. Il représente le Christ. Donc, accueillir l'étranger, c'est accueillir Dieu dans sa vie. Et quand on y pense, Dieu, c'est l'étranger absolu. Il est étranger à ce monde. Tout autre. Oui, et il est un visiteur de ce monde dans le Christ aussi. Donc, il s'est fait étranger. Oui, exactement. Donc, voilà. Puis, on pourrait même dire que non seulement on accueille Dieu, mais plus nous-mêmes on imite Dieu, plus on devient étranger aussi. Donc, on imite sa condition d'étranger à ce monde. Un peu comme je te disais là, tout à l'heure, que moi-même, en devenant chrétien, j'ai senti que j'appartenais plus tout à fait à la culture de mon temps. Ben, tu deviens « on n'est pas du monde ». Exactement, Brigitte. Très fort, très fort. Merci, Simon. Ça fait plaisir, Antoine. Et maintenant, notre invité de la semaine. Arrivée du Cambodge en 1980, âgée d'à peine 15 ans, elle connaîtra ici l'exil, l'exploitation, mais aussi le sens profond de sa vie. Accueillons Tran Lam. Tran Lam, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci. Vous êtes né en 1965 à Phnom Penh, au Cambodge. Votre enfance est marquée par les chamboulements politiques majeurs que traverse votre pays d'origine. En 1975, rappelons-le, les Khmers rouges de Pol Pot prennent le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au Cambodge? Racontez-nous un peu le contexte. Le contexte de la guerre, moi j'avais 10 ans environ, puis quand un matin on est arrivé, j'ai entendu des bombardements, des mitraillettes, c'est quoi, les fusils, tout ça. Puis moi je savais pas qu'est-ce que c'était la guerre, puis que
Du jour au lendemain, j'étais séparée avec ma mère, elle était partie au cimetière, puis c'était la fête des Jours de l'an cambodgienne. Puis à ce moment-là, les gens vont prier des morts, tout ça. Puis ma mère était partie prier mon père au cimetière. Puis elle m'avait demandé de l'attendre à la maison. Fait que elle dit qu'elle viendrait me chercher, mais elle n'est jamais revenue parce que tous les chemins étaient barrés, tout ça. Fait que les Khmers rouges, c'était une guerre civile, puis les Khmers rouges, ils ont pris le pouvoir. Puis là, il a demandé à toutes les populations en 48 heures à sortir de leur maison en disant que vous sortez que quelques minutes ou 3 jours à peu près. Inutile d'apporter les bagages, tout ça. Fait que tout le monde était se trouver dans la rue. Et puis ben, c'est comme une grande foule dans la rue. Fait que tout le monde s'empilait. Il y avait des bombes à travail, tout ça, des fusils, les maisons qui brûlaient. Fait que moi, ça restait dans cette image-là. Puis moi, en sachant que ma mère m'attendait à la maison de mes grands-parents, j'étais restée avec mes grands-parents. Fait que quand ma mère était partie, j'ai resté avec mes grands-parents. Fait que le fait que ma mère m'avait dit qu'elle viendrait me chercher, alors je suis retournée pendant que mes grands-parents parlaient la guerre, toutes ces choses-là. Puis j'ai resté dans la maison, puis le lendemain matin, fait que les soldats pensaient que moi j'étais avec ma famille, tout ça, fait que j'étais tout seul dans la maison. Puis il a cogné très, très fort à la porte, puis j'avais eu très peur. Fait que là, il demandait de sortir de la maison. Fait que moi, le fait que j'avais trop peur, j'étais comme paralysée. J'ai resté dans la maison sans bouger. J'ai tremblé comme une feuille. Puis dans ce moment-là, j'avais des montres imaginaires, j'avais mon cheval volant, tout ça. Fait que lui, il s'appelle Gabu. Fait qu'il disait tout le temps, il m'appelait princesse. Il a dit, princesse, reste tranquille, puis cache en arrière. Fait que j'ai fait tout ce qu'il m'avait dit. Fait que, mais quand le soldat était impatient, il est rentré dans la maison. Fait que quand il m'a vu, ben, il croyait que mes parents étaient dans la maison. Alors, il a fouillé, puis il avait trouvé personne. Alors, il m'a jeté dehors pour que je puisse suivre les autres. Alors, vous avez été emmené comme ça avec toute la population de Phnom Penh. Il faut dire, les Khmers rouges ont littéralement vidé la capitale. C'est un régime qui était anti-urbain, anti-bourgeoisie. Ouais. On a placé tous ces gens-là dans des camps de travail. Il y a eu un grand nettoyage, entre guillemets, là, de la capitale. Vous avez fait partie de ce mouvement-là. Vous avez été emporté contre votre gré dans un camp de travail, un camp de réfugiés? C'est un camp de... ben moi, j'appelle ça un camp de concentration un peu parce que... ben, pour eux autres, les Khmers rouges, on est des gens paresseux. Le fait qu'on vit à Phnom Penh, on est les gens de la ville. Fait que eux autres, ils disaient que les gens de la ville appauvissaient et méprisaient les gens de la campagne. Alors, tout le monde devait aller dans les rizières pour nous purifier, nous rendre plus purs. Je ne sais pas trop en quoi exactement, mais oui, on était toutes balayées, Phnom Penh au complet, pour aller... à la campagne, puis on nous faisait travailler vraiment dans les champs, creuser, les enfants comme des adultes. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans des gens à creuser, tout ça, puis à garder les vaches. Puis dans les champs, moi, ça me faisait tellement peur, c'est des sangsues qui montaient tant dans les jambes, puis là, ben, t'es incapable de détacher tellement ils sont assoiffés du sang, puis... quand tu les coupes en deux, ben, ils tombent, mais ils tombent pas si facilement. Tu les grattes pour que ça... Puis il y a aussi le fait que l'eau était tellement polluée parce que les champs étaient comme mélangés des produits, des sécréments de l'humain pour faire pousser des... fait que l'eau était pas disponible pour qu'on puisse boire. Fait que les gens boivent pareil parce qu'on n'est pas... Il n'y a pas d'eau. Il y a pas... tombé malade. C'est ça. Et les gens tombaient malades. Fait que c'est sûr que les gens tombent comme des mouches. Puis moi, c'est ça. Ils sont morts, puis de ça. Puis comment aussi, vous avez survécu? Tu sais, je dis, de ramasser, il y a des grenouilles, des poissons, mais toutes ces choses-là, comme à la fin, il est comme plus disponible vraiment, là, puis
qui donne aussi des... tu sais, on peut manger, oui, du riz, mais il nous donnait seulement quelques graines de riz avec du sel, gros sel. Puis après ça, mon frère était avec moi. Puis mes grands-parents aussi, je les retrouvés par après. Ah ouais? Mais il était chanceux parce que j'étais petite, puis j'ai tombé. Puis il y avait un monsieur, je sais pas trop comment, il m'a connu, je sais pas. Il m'a soulevé de la terre, puis il m'a conduit à mes parents. Puis après, j'ai retrouvé mon frère à travers la foule, tout ça. Puis j'ai cherché ma mère, puis c'était mon frère que j'ai trouvé. Fait que lui, il a trouvé comme par exemple, il est très bon à trouver des tortues, des rats, toutes ces choses-là, mais il faut manger en cachette parce qu'on n'a pas le droit. Ah ouais. Si nous voyait manger des choses ou fait cuire quelque chose, ben on est condamné, là. Fait que c'est comme ça qu'on a survécu, là. Puis, ouais. Comment vous êtes arrivé au Canada? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu trouver refuge ici? Mon frère, il était parti avec ma demi-belle-sœur, elle s'appelle Yana, parce qu'elle voulait retrouver son neveu qui était resté encore dans le village des Khmers rouges. Puis que là, en allant chercher son neveu, ils ont découvert en chemin qu'il y avait une camp réfugié proche thaïlandais. Puis, fait que c'est comme ça. Puis mon frère, lui, c'était mon grand frère. Il est parti sans moi, parce que j'étais un fac d'eau pour lui. Fait qu'il est parti sans moi, il était au camp de réfugiés. Puis plus tard, il y en a qui était ma demi-belle-sœur qui était super méchante avec moi. Puis elle est venue me voir. Puis là, je sais pas trop comment elle sait que j'étais là. Puis elle dit, ben suis-moi. Fait que moi, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je me débrouillais. Ouais. Non, c'est ça. Puis à Phnom Penh, je me débrouillais à vendre des choses. J'étais devenue une femme d'affaires à 15 à 14 ans, tu sais. Puis à débrouiller à vendre des choses. Puis le matin, elle est arrivée comme ça, elle dit « Suis-moi ». Fait que je suis partie sans savoir où j'allais. Je savais même pas qu'il y avait d'autres pays ailleurs que le Canada, que le Cambodge. Je savais pas ça. Puis on a traversé dans la forêt, puis on se faisait arrêter par des soldats vietnamiens. Ils nous ont enfermés. On était 50 de personnes. Ils nous ont enfermés dans un local tellement petit. On était étouffés. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y avait rien. Fait qu'on restait pendant quelques jours là. Fait que les gens faisaient leurs besoins là. C'est l'odeur, l'étouffement. Moi, je croyais mourir là. Puis, dans la nuit, un soldat vietnamien qui est arrivé, il disait que si tu nous donnais des paquets de cigarettes, ben, je vais te laisser passer, mais il faut pas que tu fasses du bruit parce que si tu fais du bruit, ben, on va tirer sur toi. Les gens vont, les soldats. Fait que il y en a qui échangeaient les paquets de cigarettes, ils nous libéraient. On est partis dans la forêt, mais on faisait trop de bruit, on avait trop peur. Fait qu'ils nous tiraient dessus. Fait que moi, je sais pas, j'ai entendu sciller les balles proches. Fait que je me suis dit que c'était la fin. Mais moi, j'ai comme tellement peur que je partais mon temps à courir. Puis je courais, puis j'avais super peur des serpents parce que pendant la guerre, j'ai tellement vu des serpents que... Fait que dans la forêt, fait que j'ai tellement... en tout cas, j'ai peur. Mais j'avais pas le choix de courir, de suivre les autres. C'était pas question de retourner en arrière. Non. Parce qu'il faut dire, le Vietnam a envahi le Cambodge pour mettre fin au régime des Khmers rouges à l'époque, à la fin des années 70, début 80. Tran Lam, vous suivez cette demi-belle-sœur-là, Yana, jusque dans un camp de réfugiés. C'est ça, oui, on est arrivé. En Thaïlande ou au Vietnam, en Thaïlande? Oui, c'est ça. C'est un camp de réfugiés, c'est ça.
Puis le fait qu'on a traversé cette forêt-là, mais moi, je savais pas que si mettons qu'on prenait une autre forêt, que je savais pas, qu'il y avait des mines antipersonnelles, tout ça, puis qu'on risquait beaucoup plus de ce où on était. Ouais. Puis les camions de Khmer Rouge nous conduisaient au camp des réfugiés. C'est là où on a resté pendant des mois, là. Et là, au moins, on a de l'eau à boire, puis on a du riz, puis on a des poissons. Il faut aller toujours chercher tous les matins, puis oui, on bousculait comme des malades parce qu'on est des survivants. Alors, on a toujours peur de manquer. Fait que ça a resté longtemps. Puis on bousculait pour avoir la nourriture, là, pour manger, puis ouais. Puis après ça, au camp, moi, j'ai appris qu'il y a d'autres pays qui voulaient qu'on sorte qui nous accueillent. Qui étaient prêts à vous accueillir. Exactement. Dont le Canada. Le Canada, oui, c'est ça. Puis il y en a, elle, ce qu'elle voulait, c'est aller aux États-Unis. Mais les États-Unis, ils ne nous avaient pas du tout demandé. Puis le Canada nous avait choisi. Puis c'est comme ça qu'on est sortis. On est arrivé à Edmonton, au point de départ. Fait qu'on est toutes mêlées dans les journées. Le soir, tout le monde a veillé, ça fait les parties, ça a jasé, puis ça a dérangé du monde, tu sais. Puis le jour, les gens dormaient. À cause du décalage horaire. Exactement. Fait que là, quand on entendait les cloches, c'est l'heure d'aller manger. Puis là, on connaissait pas du tout les Blancs. Moi, j'ai jamais vu. La première fois, j'y voyais les Blancs. Je pensais que c'était un fantôme, tellement elle a pas blanche. Puis elle a les cheveux blonds. Puis elle avait les yeux bleus. Est-ce qu'on vous effraie ici, là, maintenant, Simon, Brigitte, moi? Est-ce qu'on a l'air de spectre d'âme vivante? Vous n'étiez pas au bout de vos peines. Vous avez été hébergé par votre demi-belle-sœur, Yana. Voulez-vous nous parler de la relation avec elle? Yana était une femme très sadique. Selon moi, elle est très assoiffée de l'argent, de la richesse. Alors moi, elle m'exploitait. Elle m'a emmenée avec elle parce qu'elle savait que j'étais travaillante, parce qu'elle connaissait ma mère. Puis elle me connaissait depuis que j'avais 3 ans, là. Elle m'a kidnappée une fois quand ma mère était absente pour justement me dompter, pour que je devienne plus douce, comme les filles ordinaires. Mais elle me fait pire, elle m'a rendue plus rebelle que jamais. Puis c'est ça. Fait que une fois rendue au Canada, au Québec, à Montréal précisément, fait qu'elle me faisait son esclave. Fait que je faisais comme les travaux de Cendrillon. J'ai travaillé jour et nuit. Je dormais quand elle a décidé de manger, quand elle a décidé à manger tout le temps des bananes, par exemple, puis la moitié ou quasiment, il reste que 2 bouchées, là, elle me donne. Elle vous laissait les miettes. C'est ça, exactement. Comme la madame dans la Bible, là, elle mangeait la miette qui est tombée à la terre. Fait que c'est surtout ça. Je peux même pas ouvrir le frigo pour manger quoi que ce soit parce qu'elle est contrôlée tout le temps. Puis là, elle me faisait travailler. Puis quand je travaillais, elle prenait toute ma paye. Puis elle disait que j'étais trop bornée de garder ma paye, tout ça. Fait que je travaillais dans l'usine. Puis on me donnait les salaires comme un enfant qui va à l'école. Mais je suis allée à l'école une année. Mais j'ai pas appris grand-chose parce que je comprenais pas le français. Fait que c'est ça. Fait que elle disait que j'étais trop bornée pour aller à l'école. Fait que elle m'envoyait à travailler à l'usine. Puis fait que tout l'argent qu'elle avait, elle me donnait 25 cents par semaine. Fait que moi, 25 cents, je pouvais acheter des bonbons de jujube aux framboises. J'ai jamais mangé ces bonbons-là. Je trouvais ça super bon. Puis après ça, un jour, quand elle voulait que je me mette à genoux pour prier les parents défunts. Moi, je refuse de me mettre à genoux. J'ai trouvé c'est ridicule de me mettre à genoux devant une boîte de canettes et de prier mes parents. Fait que moi, je voulais pas. Fait qu'elle a dit que là, elle était tellement fâchée. Elle m'a
m'a mis à la porte. Elle disait que soit tu sors ou tu mets ta genou, ben que j'ai choisi parti. Fait que j'avais un manteau un petit peu, pas de tuque ni rien. J'avais juste une paire de souliers. Oui, c'était en février. Elle m'a mis à la porte. Hey, je suis partie, j'étais tellement gelée que je pensais mourir. Puis je me trouvais dans une cabane que je sais pas trop pourquoi qu'elle est là. Puis je connaissais pas cette cabane-là en arrière de la maison. Puis je voulais rentrer à l'intérieur, mais il y a un cadenas que je pouvais pas rentrer. Fait que j'étais tellement froid que je crois, perdu connaissance. Fait que j'ai pas eu connaissance de... Puis quand je suis réveillée, je me suis retrouvée à l'intérieur de la cabane, je sais pas trop comment. Puis je sais pas c'est qui m'a emmenée là. Et puis je pense que c'est un ange. Puis, ben, c'est ça, je sais pas. Fait que, tu sais, c'est comme... Je connaissais pas Dieu. Je connaissais pas les anges. Je connaissais rien de monde et Dieu. Fait que là, ben, après ça, je suis allée trouver Mme Lacroix, Lucille puis Maurice. Ils restaient pas trop loin de chez moi, mais comme c'est qui, Lucille et Maurice? C'est les parents marraines qui m'ont parrainé. Ils ont 5 familles québécoises qui nous parrainaient. Puis eux autres, ils s'occupaient de nous autres un peu plus. Le Maurice, il était comme bénévolat, fait qu'il s'occupait beaucoup plus des enfants, nous autres, puis les enfants de Yana. Puis ils nous emmenaient à la messe, tout ça. Ben, on ne connaissait pas la messe, là. J'ai aucune idée c'était quoi l'église la première fois que j'y voyais. Puis j'y voyais tous les bancs en long, puis les gens s'assoyaient, puis ils attendaient, je sais pas quoi, pourquoi. Puis là... Des fois, nous autres aussi, on se demande qu'est-ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, puis là, j'ai rencontré pour la première fois la croix des crucifix à l'église. Fait que je me demandais... Là, j'avais eu très peur parce que je pensais que c'est les Khmers rouges qui a tué ce monsieur-là, parce que je savais pas c'était qui. Puis quelqu'un m'a dit, c'est Jésus. J'ai dit, ça se peut pas. J'ai entendu parler de lui pendant le camp de réfugiés. Il disait que il était Dieu. J'ai dit, si Dieu est mort, ben qui va nous sauver? Qui va me sauver? Moi, j'ai dit, contre Yana. Tu sais, j'avais tellement peur de Yana. Puis j'ai dit, comment je vais faire pour me sauver de ça? Puis... c'était juste plus tard que j'ai appris que... Puis quand... Ben, en fait, là, je fais de l'association des choses. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Ça va. Donc, Lucille et Maurice vous accueillent, vous prennent soin de vous. Oui, parce que je ne savais pas où aller. Ouais. Puis le métro, où j'ai couché dans le métro, mais le métro fermait dans la nuit. Je ne savais pas ça. Puis là, ben, j'ai comme appelé... le Maurice qui me donnait le numéro de téléphone, mais j'ai comme souvenir dans ma tête. Puis j'ai signalé avec le téléphone, puis je voyais pas clair. Fait que après ça, il y a comme... Puis quand il parlait, mais je comprenais pas ce qu'il disait. Fait que je me suis rendue chez lui. Fait que là, j'ai sonné. Je voyais qu'ils sont pas contents, là, parce qu'il était 2 heures du matin ou quelque chose comme ça. Ils étaient pas contents que je dérangeais. Puis quand elle m'a fait rentrer, Lucille, elle m'a fait couler en bain, puis tout ça. Puis le bain est chaud, fait que je me suis déshabillée. Puis que là, j'avais tellement... Ça brûlait tellement dans l'eau que j'ai crié très fort. Elle est rentrée dans la salle de bain. Puis moi, j'ai pas le temps de me cacher. Elle m'a vue. Fait que là, elle voyait là, que j'étais brûlée, tout le corps. Ouais. Puis aussi les blessures que Yana m'a infligées. Ah oui. Elle m'a frappé beaucoup. Puis, fait que c'est là qu'elle a su que Yana m'a maltraitée. Puis elle était pas contente de ça. Plus tard, fait que c'est comme ça qu'elle m'a gardée chez elle. Puis j'ai croisé quand même Yana au travail, puis j'avais super peur d'elle, fait que j'avais surtout peur qu'elle vienne me chercher. Et j'ai pas voulu d'aller chez elle. Fait que c'est comme ça que j'ai resté chez Lucille. Puis là, Lucille me parlait de Jésus. Puis, tu sais, je voyais bien qu'elle frappe pas les jeunes, puis je comprenais pas.
que pourquoi les adultes ne frappent pas les enfants. En fait, j'étais pas non-enfant, là. J'étais presque 18 ans. Mais tout ce que vous aviez connu, c'était des adultes qui battaient les enfants. Ouais. Puis Lucille, Maurice, il faisait pas ça. Maurice, il était plus sévère, mais il me battait pas. Puis après ça, Lucille, je m'en ai compte que Lucille m'aimait beaucoup, tout ça. Puis fait, c'est un autre défi que je connaissais pas. Être à la hauteur de l'amour, puis quand j'étais avec Yana, je savais comment me comporter. Parce que mais quand il y avait la haine, elle n'avait que la haine avec moi. Puis, mais quand face à l'amour, mais je savais pas trop comment me comporter. Fait que c'est pour ça que je savais plus trop comment faire pour être à la hauteur de cet amour-là. Puis à la fin de plusieurs, j'ai habité 2 ans avec elle. J'ai appris à ramasser l'argent, Maurice m'a montré comment mettre l'argent dans la caisse, tout ça. Puis j'avais super peur que les gens volaient mon argent, que je ne voyais plus du tout. J'ai pensé qu'il était comme Yana, tout ça. Fait que j'étais vraiment toujours en colère après lui. Mais après, c'était correct, j'avais compris tout ça. Puis que Maurice, puis Lucille a dit que tu peux nous appeler maman et papa, tout ça. Tellement il nous aimait, tout ça. Puis il m'aimait tout le temps. Puis fait que c'est là que j'ai appris. Puis elle me parlait souvent de Jésus. Elle m'a appris à parler le français, tout ça. Et que c'est comme ça que j'ai demandé si je pouvais devenir catholique. Puis, ouais. Fait qu'avec Lucille, quand Lucille est décédée, c'est là que fallait que je trouve... puis quelqu'un m'a aidé à faire les cheminements pour devenir... d'être baptisée. Oui. Ouais. C'est là que vous avez rencontré les sœurs servantes du 5 heures de Marie. Oui, c'est ça. Puis c'est une religieuse que j'ai posé tellement de questions par rapport... Justement, tu parlais à Abraham, immigrante, tout ça, immigrant, puis qui... fait que... tu sais, je connaissais pas du tout la Bible, tout ça. Fait que j'ai beaucoup appris. Fait que c'est comme ça que... Puis la religieuse, fait que c'est pour ça. Puis quand je comprenais pas, ben je posais beaucoup de questions. Puis quand j'étais enfant, quand je posais des questions, on me dit que j'étais trop bornée parce que c'est pour ça que je posais beaucoup de questions. Fait que là, mais quand même, je voulais comprendre. Fait que cette sœur-là, quand elle m'a vu que j'étais intéressée, puis que... Ah, voyez, mais moi, on me dit toujours que j'étais bornée. Fait que j'ai resté dans la tête que je suis faite d'être une esclave. Fait que... Mais là, cette sœur-là, elle l'a vu, elle pensait que je peux être pour apprendre. Fait que elle m'a demandé si que je suis allée à l'école. Ben, parce que les jeunes de mon âge allaient à l'école, tout ça. Mais moi, ben, je ne suis jamais allée à l'école. J'avais 22 ans. Fait que c'est pour ça qu'elle a me demandé... pour l'ordre général, pour savoir si je pouvais aller à l'école, au pensionnat. Fait que c'est comme ça que j'habite avec les sœurs. En fait, j'ai été baptisée avant. Après ça, j'ai été baptisée, puis je voulais plus baptiser parce que tout le monde voulait, parce qu'ils n'ont pas jamais vu des adultes au baptême. Fait que tous les personnes qui étaient là Maurice voulait que je sois baptisée à son église. Après ça, les autres prêtres aussi. Fait que là, j'ai dit, là, je sais plus. Fait que j'ai arrêté, je voulais plus. Fait que là, j'ai écouté un film, c'était le film de Jésus. Puis après ça, j'ai entendu Pierre qui reniait Jésus. J'étais tellement fâchée après lui. J'ai dit, comment tu fais ça, de renier ton ami? Puis après ça, je me suis comme réfléchi que c'est moi aussi, j'ai fait ça, parce que j'ai refusé d'être baptisée. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé d'être baptisée. Puis, ouais. Tranlam, avez-vous revu Yana après? Lui avez-vous pardonné? Ça a été quoi la suite de votre relation? C'est drôle que tu parles de ça, parce que Brigitte m'a posé cette question-là dans l'auto.
Oui, il y en a. J'ai des bons informateurs. Oui, c'est après, quand j'étais habitée avec les religieuses, son neveu m'avait téléphoné. J'étais tellement en colère quand il m'a appelé parce que j'ai dit je voulais rien savoir d'elle. Puis à chaque fois je pensais à elle, j'avais que de la haine. Puis la vengeance était tellement fragile que je peux pas la rencontrer, je vais la tuer. Puis j'ai beaucoup prié Marie. Puis Marie, une fois que j'ai décidé, parce que c'est comme si ma liberté intérieure en dépendait de cette rencontre-là avec elle. Et je laissais y aller, puis que j'ai passé des journées à tellement à me contrôler pour pas que je lui fasse rien, tu sais. Mais finalement, la dernière journée, j'ai pensé partir sans vraiment faire la réconciliation avec elle. Puis j'avais tellement de haine, puis je sais pas trop pourquoi, la dernière minute, dernière seconde où j'ai à lui dit des bêtises, mais ce qui montait en moi, c'était la douceur, que je connaissais pas ça, à part de Mme Lacroix, avant sa mort. Il y a comme une douceur qui montait en moi, comme si mon désir était de lui dire des belles choses au lieu de lui dire des bêtises. C'est ce côté-là que je connaissais pas du tout de moi. Puis que je lui ai dit d'une belle mort, puis... Vous avez reçu une grâce. Ben, on dirait ça parce que moi, moi-même, je sais même pas de moi-même que j'ai fait ça. Puis là, j'ai dit à elle, bon, mais après ça, elle m'a dit telles des belles choses. Fait que j'ai dit, pourquoi attendre cette dernière seconde-là pour avoir ce moment-là? J'ai tellement pleuré, puis elle aussi, puis c'est comme si j'avais l'impression d'être une coquille où tu sais, c'est comme les coquilles, ça a défait de moi, puis la pression était comme tombée. C'est comme ma haine était abandonnée, c'est comme pour elle. Fait que, tu sais, c'est comme... On s'est réconciliés sans savoir. Puis j'avais l'impression de vécu de choses tellement magnifiques de ce moment-là. Puis, ouais. Ça vous a libéré, ça vous a permis de continuer votre chemin. Tranlam, c'était 1001 vies en une vie. C'est fascinant de vous écouter. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre témoignage. Brigitte Bédard, l'accueil de l'étranger, c'est pas accessoire dans la spiritualité chrétienne. Simon Lessard nous en a parlé d'ailleurs un peu plus tôt. Il y a des passages bibliques qui sont très, très clairs là-dessus. Il parlait tout tantôt, Antoine, Simon, que dans l'Ancien Testament, il y a une profusion où on parle de l'accueil de l'étranger, puis tout ça. Puis j'aime beaucoup, dans le Lévitique 19-34, pour ceux qui aiment les références, l'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger au pays d'Égypte. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est « tu l'aimeras comme toi-même ». Alors, ça me vraiment... puis je fais vraiment un parallèle avec ça au niveau de l'institutionnalisation. Comment nous, comme chrétiens, est-ce qu'on donne en charité, là, puis on a en plus un petit don de charité qu'on peut mettre aux impôts, tu sais. Ça paraît bien. C'est ça, ça paraît bien. Donc, c'est sûr que je donne à quelques organismes à chaque année, mais est-ce que ça me dédouane de l'incarnation de l'accueil de l'étranger dans ma vraie vie? Pas juste à donner de l'argent, mais à moi m'investir comme personne, à aimer l'autre comme moi-même. À devenir son ami. Oui. Et ça, on est loin de là. Je parle de moi en premier. Okay? C'est un des éléments du témoignage de Tranlam qui était avec nous aujourd'hui, qui était les plus touchants, je trouve. C'est Lucille et Maurice qui vous ont accueillis, qui vous ont accueillis sous leur toit.
vous a accueilli sous leur toit, qui a pris soin de vous, qui a pensé vos blessures. Là, on est vraiment dans le bon samaritain, mais... Oui. Tu sais, puis de l'avoir hébergé pendant 2 ans, inscrit à l'école, faire le parcours de catéchèse. Après ça, il y a eu les sœurs. Donc, c'est comme l'aimer soi-même. C'est ça. Dans le fond, c'est d'établir une relation avec cette personne-là à long terme. C'est sûr que c'est pas possible avec tous les immigrants à long terme, là, comme c'est pas possible à long terme avec tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui croisent notre vie qu'on sait qu'on peut investir. Puis j'aime beaucoup que l'attitude du chrétien envers les étrangers ne peut se réduire à une question éthique et politique. C'est une question spirituelle. Ça y va de ma propre relation avec le Christ. Ouais. Comment je vois le Christ, comment je vois l'étranger que j'accueille, tu sais. Puis le jour où j'ai fait cette première entrevue avec Tran au téléphone, où elle m'a raconté son histoire pendant je ne sais plus combien d'heures. 2 heures et demie. Je pleurais au téléphone, là. C'était comme... Puis on n'a jamais cessé d'être en relation, elle et moi, depuis ce temps-là. Puis c'est en fréquentant des immigrants, des réfugiés, que je me suis rendu compte que j'avais, moi, des préjugés. Ah ouais? Des préjugés racistes, des pensées racistes, des réflexions racistes ou xénophobes. Mais c'est en les fréquentant de façon amicale, pas juste le dimanche à la messe. « Ah, bonjour, au revoir ». Tu n'es pas confronté à ton ignorance. Tu n'es pas confronté à une relation, à une personne, à une culture. Mais quand tu peux rester dans l'illusion que tu n'es pas raciste puis que tout va bien, puis tu es une bonne personne. Tu t'investis pas, alors... T'sais? Donc, dans n'importe quelle relation, quand tu commences à t'investir, ben là, tu commences à montrer tes faiblesses, tes côtés moins chrétiens. Fait que, tu sais, moi, je me suis laissée éduquer par mes amis immigrants et ils m'éduquent et moi aussi, je les éduque sur ma culture, sur mon occidentalité, tu sais. Comment tu fais ça? Ben, bonne question. En fait, j'ai remarqué qu'on se rend compte, OK, j'ai la chance d'être dans une communauté chrétienne tissée serrée où on se rencontre à chaque semaine. On a un petit temps fraternel à tous les mercredis soirs. Alors, on se rencontre et cette année, dans cette petite fratrie, il y a 3 couples d'Africains, de 3 pays différents d'Afrique. Fait que c'est toi l'étrangère. C'est moi l'étrangère. C'est fou, hein? Puis et ça fait 7 ans, 8 ans que je fréquente ces frères et sœurs-là, qui sont chrétiens et tout. Mais c'est comme la première fois cette année où on parle vraiment de leur culture et de ma culture et de mes difficultés à m'adapter à eux. Et j'ai décidé que j'allais ouvrir là-dessus cette année avec eux, puis vraiment d'être vrai. Puis ça a donné des temps incroyables d'échanges, des confidences incroyables. Comme de juste dire à mon ami qui vient de la Côte d'Ivoire, mais d'une certaine région de Côte d'Ivoire, hein, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a différentes régions. C'est comme au Québec, là. Mm-hmm. Quand tu vas au Lac-Saint-Jean, ils ont un petit accent, hein? Puis quand ils vont en Gaspésie, tu as un petit accent, puis à Montréal, tu as un autre accent. Fait que, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Alors, il y a des accents un peu partout. Puis là, je disais à mon ami qui me parlait, c'est parce que Stéphane, quand tu me parles, je comprends rien. Mais ça lui a fait réaliser que, c'est vrai, quand je parle à d'autres qui ne sont pas ivoiriens, bien, ça se peut qu'il y ait de la difficulté à me comprendre. Fait que c'est dans des choses comme ça où une autre amie... C'est la franchise, la transparence. Oui, c'est ça. Puis d'admettre que moi, je veux mieux communiquer avec lui, je veux me rapprocher de lui, mais pour ça, il y a une barrière linguistique. Tu connais ça, Tran, les barrières linguistiques? Alors... je racontais ça dans ma petite fratrie aussi, que j'ai une amie à moi qui est camerounaise et quand elle était petite, elle est arrivée ici du Cameroun et quand elle est arrivée dans une école, il y avait juste des Blancs et elle disait « mais ils sont tous pareils ». Elle n'était pas capable
Toi, tu disais, tu avais peur des Blancs. Ils avaient l'air des fantômes. Blonds aux yeux bleus, blancs. Ils étaient tous pareils. Ils sont tous pareils. Et moi, j'étais sûre que moi, quand j'étais jeune, je fréquentais pas de Noirs, je fréquentais pas d'Asiatiques, je fréquentais aucun immigrant, OK? Parce que j'étais sur la rive sud de Montréal. Il y avait juste des Blancs québécois de souche. Puis c'était ça, tu sais. Puis... Mais avec le temps, puis là, dans ma communauté, c'est un peu ça qu'on vit, c'est que je fréquente des Noirs, des Asiatiques, des Sud-Américains, des Libanais, alors du monde de partout, et je vois que, ben cette amie camerounaise-là, quand elle disait que les Blancs étaient tous pareils, ben moi, quand j'étais jeune, je me disais, ben les Noirs, je ne suis pas capable de les différencier. Tu sais. Puis quand je suis arrivée dans cette communauté-là, c'était vrai. Donc, je croyais que j'étais raciste en ressentant ça, puis je me sentais coupable, donc je disais rien. Puis je faisais semblant de les reconnaître. En l'entendant te le dire, par contre, ça puis quand je l'ai entendu me dire désamorcé. ça a fait que... Mais j'ai dit, comment tu fais pour me reconnaître? Là? Ben, elle dit, au début, je me donne des codes. Fait que menton pointu, telle affaire. Les lunettes. Donc, ça a été ça. Donc, Mais c'est la fréquentation. C'est la Si on fréquentation. parle et on voit souvent quelqu'un, après, évidemment qu'on reconnaît son visage distinctif. Exactement. Mais c'est là que j'ai découvert, bien, dans le fond, je ne suis pas une personne raciste. Mais j'avais des attitudes peut-être qui ont l'air racistes. Mais dans le fond de moi, non, j'étais juste ignorante. Puis je demande juste à être éduquée, tu sais. Ouais. Mais... puis eux autres aussi, tu sais, j'ai une amie qui a beaucoup de difficultés avec les expressions québécoises, qui vient du Burundi, qui a dû fuir son pays à cause des troubles politiques là-bas. Et pour elle, de s'habituer à l'accent québécois, elle parle un français impeccable, tu sais. Alors, je lui apprends des expressions québécoises, puis on se bidonne, tu sais. Mais ça prend une confiance, justement, pour être capable de s'ouvrir comme ça, puis de dire nos peurs. Ça prend une confiance que cette personne-là, elle sait que je ne suis pas raciste, puis que je peux oser dire des choses, tu sais. Donc, je dirais que comment on peut se connaître mieux entre nous, les chrétiens, puis les immigrants, les réfugiés, tout ça, bien, c'est de créer des espaces, justement, où on peut vivre des moments fraternels, mais... Y en a-tu beaucoup dans l'Église, des lieux de fraternité comme ça? Quand j'allais à la messe le dimanche, c'est pas là que je peux rencontrer du monde. S'il y en a, je leur dis merci, bonsoir, bonjour, tu sais, mais je suis prête à aller un petit peu plus loin puis inviter mon nouveau curé qui vient du Rwanda, mettons. Il y en a beaucoup maintenant de curés qui sont africains, hein? Alors, je suis prête à l'inviter à souper chez moi, puis à vraiment apprendre à le connaître, puis à lui poser des questions sur son pays, puis comment il trouve ça ici, puis à vraiment entamer une relation d'amitié, tu sais, de m'investir, tu sais. Puis pour ça, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Puis ça se fait pas d'un dimanche à l'autre à l'Église. C'est pas mal plus que ça, tu sais. Même dans les mouvements d'église que j'ai fréquentés au début de ma conversion, c'était des mouvements d'église où il n'y avait que des Blancs puis Québécois de souche, là. Alors, c'est tout nouveau pour moi dans ma vie. Ça, la tentation qui est tout à fait compréhensible, là, je ne pose pas de jugement ici, la tentation qu'on a dans les paroisses à faire des regroupements par nationalité ou par origine ethnique ou je ne sais pas trop. On va faire une messe pour les latino-américains, on va faire une messe pour les... puis c'est correct. Puis c'est correct. Puis c'est nécessaire aussi. Des Parce fois, ça peut être un point de chute. C'est normal qu'on veuille être entre guillemets, entre nous de temps en temps. Oui. Que Même, en fait, notre tentation, puis ça, c'est pas chrétien pantoute, c'est soit de ghettoiser les immigrants. Mettez-vous dans votre ghetto, là, puis restez là. Hein? Ou, au contraire, de vouloir les assimiler. Donc, de les rendre pareils à nous, d'en faire des vrais Québécois, là... Mais non, ils vont toujours demeurer différents de nous. Donc, c'est quoi entre les deux? Tu sais, je pense juste aux Autochtones au Québec. Moi, je suis née à Sainte-Catherine, à côté de Kahnawake. J'ai jamais parlé à un Autochtone de ma vie avant l'année passée, là. Je suis allée à Manawan pour aller rencontrer des Autochtones pour faire connaissance. Puis là encore, c'est long avant de connaître
Je connaissais même pas un mot atikamekw. C'est-tu normal d'être né au Québec, d'avoir grandi au Québec toute ma vie avec des Autochtones partout, puis de ne pas savoir un mot atikamekw? C'est-tu normal, ça? Et non, ben c'est ça, ils sont dans leur ghetto, leur réserve qu'on appelle, là, qu'on n'appelle plus réserve, mais qu'on appelle communauté, mais ils demeurent encore dans leur communauté, tu sais, mais on veut pas les assimiler, on veut pas les ghettoiser, mais se mélanger, c'est long, tu sais. Puis juste un exemple, quand on fait des week-ends 14-18 ans dans ma communauté chrétienne, on se rend compte que de façon naturelle, les Blancs se ramassent d'un bord puis les Noirs de l'autre. Des ados, tu veux dire. Oui, c'est des ados. Et de façon naturelle, ils se retrouvent entre eux. Parce que, bien sûr, c'est le fun de se retrouver entre nous, c'est le fun de discuter entre nous, c'est le fun qui s'assemblent, se ressemblent, puis c'est le fun, tu sais. Ça demande un effort. Sont-ils racistes, ces ados-là? Ben non, justement. Ils ne sont pas racistes, mais eux autres aussi ont besoin d'être éduqués, puis ont besoin d'éduquer les autres. C'est que la charité, c'est aller plus loin que simplement le premier mouvement de la nature. C'est ça. Il faut faire un effort. Sortir de notre pays pour aller dans le pays de l'autre. Il faut faire un effort pour aller vers l'autre, puis ça demande toujours un effort, tu sais. Puis je pense que c'est un des trucs, je pense que c'est la clé pour vraiment développer notre attitude envers les personnes immigrantes, les réfugiés, ou qui soient de passage ou qui restent ici, c'est vraiment de faire cet effort, de sortir de notre zone de confort. Merci beaucoup, Brigitte. Bienvenue. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, prenons les suggestions de nos chroniqueurs pour aller plus loin. Madame, moi, je peux commencer avec le film de Kim Thuy qui vient juste de sortir le 24 novembre, donc avant-hier, le film Rue. Je te corrige, c'est pas un film de Kim Thuy, mais c'est un film basé sur le roman, l'histoire de Kim Thuy. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est l'histoire justement d'une réfugiée qui est aujourd'hui une auteure célèbre et qui se fait accueillir par une famille québécoise, parrain-marraine, et qui doit s'habituer à l'accent, le froid, les habitudes, la nourriture, la langue, tous les défis. Et je l'écoutais dernièrement raconter que le Québec avait été une bouée de sauvetage pour elle, qu'elle avait été très bien accueillie, malgré toutes les difficultés. Donc, c'est un film à voir. Rue. Merci, Brigitte. Simon? Ben, moi aussi, sur la plateforme Netflix, il y a une mini-série qui s'appelle Apatride. Ça a été réalisé par l'actrice australienne très connue Cate Blanchett. Ah. Et puis, c'est seulement 6 épisodes. Et puis, en gros, là, c'est 4 inconnus qui se croisent dans un centre de détention pour immigrants en Australie. Et donc, des apatrides, des gens sans pays, des sans statut. Et puis, on passe à travers un peu, on réalise un peu toute la condition de ces gens-là à travers cette mini-série-là, Apatride, sur Netflix. Puis sinon aussi, ben, le pape François a publié le 24 septembre dernier le 109e message, en tout cas pour la Journée mondiale du migrant. Je ne sais pas si c'est le 109e message, mais il y a eu 109 Journées mondiales du migrant. Et ça a été institué par l'Église catholique en 1914. Donc, ça fait quand même très longtemps, c'est pas dans les toutes dernières années, là, que l'Église... un effet de mode. Là. Exactement, se préoccupe dans sa doctrine sociale de la question des migrants. Le thème du message cette année, c'est « Libre de choisir d'émigrer ou de rester ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que oui, on a un devoir de bien accueillir les immigrants, mais on a peut-être, avant même ça, un devoir de s'assurer qu'ils aient des conditions de vie dans leur pays qui ne les forcent pas à quitter leur pays. Très intéressant. Merci, Simon. On peut lire ça, évidemment, sur le site du Vatican. Là, on a juste à taper « Message du pape pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2023 ». Merci, Simon. Et rapidement, Tran Lam, vous avez écrit des livres, dont certains qu'on peut retrouver sur le web. Oui, on peut trouver ça en ligne, là, en tapant sur Srok Khmer, le titre. Puis après ça, le livre, il sort. Ouais.
On mettra les références sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup de Ça votre fait témoignage plaisir, aujourd'hui. vraiment, Merci d'avoir été avec nous. Merci à Brigitte et Simon également. Et je remercie nos techniciens, Marianne Martin, Marie Laliberté, à la réalisation Barthélémy Rieux. Je vous invite à partager cette émission sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous à notre infolette. Si ce n'est pas déjà fait, c'est la meilleure infolette en ville. Il s'agit d'aller sur leverbe.com/infolette. Vous allez avoir tous nos contenus papier, des entrevues comme celle que Brigitte va bientôt publier avec Tranlam dans notre magazine, mais aussi d'autres émissions qu'on produit, d'autres épisodes dont n'est pas du monde. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dont n'est pas du monde.